Bonsoir et bienvenue dans votre 19-20. Dans l'actualité de ce mardi 3 septembre, la mobilisation du gouvernement sur les violences conjugales en présence des familles de victimes. Le Premier ministre a annoncé les premières mesures d'urgence, des places supplémentaires d'hébergement et de logement, un renforcement du contrôle judiciaire des conjoints violents ou encore la possibilité de porter plainte systématiquement à l'hôpital. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est notre invité. Il nous répondra sur l'efficacité de ces premières mesures. Le chiffre du jour, 6, comme le nombre de polluants que nous avons tous dans notre organisme. C'est ce que montre la toute première étude scientifique réalisée en France. Bisphénol, phtalates, solvants, parabènes, des substances que l'on retrouve dans notre quotidien. Nous verrons ce qu'impliquent les résultats de cette étude. Enfin, l'exposition des records. Plus d'1 300 000 visiteurs venus admirer le trésor du pharaon Toutankhamon à la Grande Halle de la Villette à Paris. C'est la plus visitée dans l'histoire de la capitale. Nous reviendrons sur ce succès historique. Plus de 100 féminicides d'ores et déjà recensés depuis le début de l'année. Une mobilisation générale décrétée au sommet de l'État. Avant de détailler ces mesures, nous avons fait le choix de commencer ce journal avec les paroles fortes de deux sœurs. Elles ont perdu leur mère, tuée par leur père, qui est actuellement en prison. Voici leur témoignage recueilli par Emmanuel Lagarde, Léa Kebdani et Soigny Diabo. Elles s'appelaient Hélène, Marion ou Josiane, toutes tuées par leurs conjoints. En ce premier jour du Grenelle des violences conjugales, leurs proches ont traversé Paris pour honorer leur mémoire. Françoise et Laurence Le Goff ont vu leur père tuer leur mère il y a 37 ans. Alors il n'y aura jamais assez de manifestations, il n'y aura jamais assez de bruit pour dire stop, stop aux violences. Françoise Le Goff avait 13 ans quand sa mère est morte. L'histoire de sa famille s'est tout à coup écrite parmi les faits divers. De cette époque, elle garde un article paru juste après la condamnation de son père à 14 ans de prison. C'est dans ces quelques lignes qu'on va dire que c'est un crime passionnel. Une expression insupportable pour elle. Elle ne voit ni passion ni amour dans ce drame qui a eu pour première conséquence de la séparer de ses frères et sœurs. J'aurais accepté n'importe quoi pour rester avec mon frère et ma sœur, quitte, ça va être horrible ce que je vais dire, à vivre avec notre géniteur. Un père avec qui elle n'avait plus de contact, jusqu'à ce courrier reçu l'an dernier. Le Conseil général leur demandait de payer la maison de retraite de leur père. Depuis, les sœurs se battent pour que la loi change. La destitution des droits parentaux, ça doit être systématiquement fait et ça doit être appliqué par un juge afin que l'enfant puisse se reconnaître plus tard comme victime. Et ne plus avoir à payer pour un parent violent. Leur proposition sera discutée pendant le Grenelle sur les violences conjugales. Et cette mesure n'est pas la seule. Le Premier ministre a également présenté d'autres pistes. Le compte-rendu de Catherine Demanja. Cet après-midi, quand il a lancé la mobilisation générale, Édouard Philippe a tenu à adopter un ton solennel. Quand le conjoint ou l'ex-conjoint rend l'air irrespirable, impunément, je suis convaincu que c'est toute la société qui est non seulement misérable, mais asphyxiée. Il est donc temps que nous assurions à toutes les Françaises le droit de respirer, avec ou sans leur conjoint. Pour assurer la mise en sécurité immédiate des victimes, le Premier ministre annonce la création de 1000 nouvelles places d'hébergement l'an prochain pour un budget de 5 millions d'euros. Autre mesure pour accélérer le cours de la justice, la généralisation du dépôt de plainte à l'hôpital. Le bracelet électronique anti-rapprochement devrait être rendu possible avant même une condamnation. Des procureurs spécialisés seront désignés dans tous les tribunaux. Le Premier ministre évoque enfin la possibilité de suspendre ou d'aménager l'autorité parentale des conjoints violents. Des mesures plutôt bien accueillies par les associations, mais avec des bémols. On a senti quand même une prise de conscience sur le sujet. Il a quand même conclu en disant que finalement, ce n'était pas une question de moyens. Donc on se dit qu'on a encore un petit travail de pédagogie à faire vis-à-vis du Premier ministre. On doit faire changer les comportements et les mentalités de 60 millions de personnes dans ce pays. Ce n'est pas en empilant des mesures qu'on le fera. C'est en menant une politique globale qui va s'attaquer à tous les sujets, et notamment celui de l'éducation. Édouard Philippe a fixé au 25 novembre prochain la fin de la consultation.
Christophe Castaner, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les associations réclamaient un plan Marshall sur les violences conjugales avec au moins 500 millions d'euros, voire 1 milliard consacré à cette lutte. Le gouvernement annonce aujourd'hui 5 millions d'euros pour créer 1000 places supplémentaires, soit un total de 85 millions par an contre 200 millions en Espagne. On est loin du compte ? On n'est pas loin du compte et on n'est pas dans une approche comptable. Ce à quoi nous a invité le Premier ministre est de voir tous les points de blocage qui font que le système dysfonctionne. Et quand une femme est victime de violences conjugales, à quel moment elle n'est pas suffisamment protégée pour aller jusqu'à l'assassinat? Et donc, c'est tous ces points que nous balayons. Et on n'est pas dans une approche de comptabilité budgétaire. Vous savez, pour le seul ministère de l'Intérieur, si je prenais toutes les opérations que nous mettons en place pour accompagner des femmes victimes de violences dans leur couple, on évalue à peu près 200 000 femmes en France chaque année 000, oui. Dans notre pays. En réalité, le budget du ministère de l'Intérieur consacré, c'est 300 millions d'euros. Et donc, vous voyez, on pourrait faire de la magie avec des chiffres. Faisons des actes concrets, réalistes, opérationnels pour protéger les femmes. Donc vous dites que ça n'est pas un plan de plus? Ah non, ça n'est pas un plan de plus, c'est une prise de conscience, c'est un travail global. La première table ronde portait sur la question de l'éducation, et donc c'est l'éducation effectivement aux valeurs de l'égalité qui doivent empêcher le passage à l'acte, mais ce sont aussi toute une série de mesures qui relèvent de la santé, de la justice, du ministère de l'Intérieur évidemment. Alors justement, la responsabilité des forces de l'ordre est parfois mise en cause, notamment au moment de recueillir la plainte de femmes victimes de violences. Certaines familles ont même décidé d'attaquer l'État en justice. C'est le cas notamment dans le Nord. Témoignage recueilli par Benjamin Delombre et Nathalie Berthier. C'est une douleur que Cathy Thomas porte en elle chaque jour qui passe. Ça vous quitte pas, c'est imprimé et puis c'est tout le temps, c'est en permanence, c'est en vous en fait, c'est un traumatisme. Il y a 5 ans, Cathy a perdu ses parents, Marguerite et Roland, et sa sœur Isabelle. Ne supportant pas qu'elle le quitte, l'ex-compagnon d'Isabelle les a assassinés tous les 3. Du jour au lendemain, toute mon enfance disparaît, toute ma jeunesse disparaît. Enterré son père, sa mère et sa sœur, j'ai qu'une sœur. Le même jour, c'est un cauchemar. Ce 4 août 2014, sur ce parking de Grande-Sainte dans le Nord, Patrick Lemoine abat de sang-froid Isabelle Thomas et ses parents. Des semaines qu'il harcelait la jeune femme, la suivait et la menaçait par texto. Ce drame n'aurait jamais dû avoir lieu selon Cathy Thomas. Patrick Lemoine était au moment des faits placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Les suites d'une première plainte déposée par son ex-compagne, fin juin 2014. 25 juin 2014, alors qu'Isabelle Thomas se tenait dans sa chambre, Patrick Lemoine s'est jeté sur elle, l'a étranglée, prise par les pieds, et lui a fait descendre les escaliers sur le dos. Suivront une autre plainte, puis une main courante. À chaque fois dans des commissariats différents, mais jusqu'à la tuerie, l'agresseur ne sera jamais inquiété. Que ce soit la police ou la justice, ils n'ont pas pris du tout la mesure du danger, mais pas du tout. Ils ne savent pas appréhender le danger que vivent ces femmes. Cathy Thomas a porté plainte contre l'État pour défaillance du système judiciaire. L'ex-compagnon de sa sœur, lui, ne sera jamais jugé. Il s'est suicidé peu après les faits. Et Édouard Philippe a annoncé qu'un audit sera mené dans 400 commissariats et gendarmeries. Christophe Castaner, beaucoup de femmes évoquent des difficultés au moment de déposer plainte. Que faut-il changer aujourd'hui? D'abord, je voudrais vous dire une chose simple. Il y a à peu près 70 000 procédures qui sont conduites par des policiers et par des gendarmes en France. Ça fait environ 200 femmes qui, chaque jour, sont accompagnées par la police et la gendarmerie. Je vous dis ça parce que se passe bien, donc c'est ça. Voilà, je vous dis ça parce que c'est leur quotidien. Les policiers et les gendarmes, ce sont des femmes et des hommes qui s'engagent totalement et qui veulent protéger. Mais il y a des anomalies, il y a des erreurs, il y a des fautes. Et donc, il nous faut changer la règle. Et donc, nous le faisons. Et il y a des propositions en matière judiciaire, mais je veux le faire aussi comme ministre de l'Intérieur. Je veux renforcer la formation de nos policiers, de nos gendarmes sur la gestion de l'accueil, sur la gestion de l'accompagnement. Je veux faire en sorte qu'ils aient une grille d'évaluation du danger. Ça va les protéger aussi dans l'examen, mais avec des questions simples qu'on ne pose pas forcément aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une arme au domicile? Si monsieur est tireur sportif, il peut avoir une arme. Est-ce qu'il y a déjà eu des violences? 1 cas sur 2 d'assassinat de conjoints a été précédé de violence. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a toute une série d'indicateurs qui doivent nous permettre de prendre la bonne décision? Et la bonne décision, c'est de faire en sorte que la femme soit protégée et totalement protégée par rapport à un mari violent. Donc ce sont des dysfonctionnements qui s'expliquent par méconnaissance, par manque de formation?
il y a des anomalies, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles sont marginales, mais qu'un cas est toujours un cas de trop. Nous n'allons pas régler la totalité des homicides et des violences dans les couples, mais tout ce que l'on peut protéger, réparer, empêcher, nous devons le faire. Et c'est l'engagement que nous prenons sous l'autorité d'Édouard Philippe pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun cas qui passe à côté. Nous devons faire en sorte d'avoir les bons outils. Les bons outils, sont les propositions que nous avons portées aujourd'hui, mais c'est aussi le rendez-vous que nous avons dès ce soir avec l'ensemble des associations pour améliorer le système. Alors, il y a un cas dont on a beaucoup parlé à Cagnes-sur-Mer ce week-end avec cette jeune femme de 21 ans qui, selon les premiers éléments de l'enquête, aurait été battue à mort par son compagnon, alors que l'alerte avait été donnée par des témoins. On précise qu'il y a une enquête de la police des polices qui a été ouverte. Est-ce que vous pensez ce soir que la responsabilité des policiers n'est pas engagée ? 11 minutes. Ce que je sais et qui m'a été remonté, c'est qu'entre le moment de l'appel et la présence sur place d'une première équipe de policiers, il s'est passé 11 minutes, à 2h du matin. Donc oui, ils ont répondu. Oui, ils étaient présents très rapidement. C'est beaucoup 11 minutes ? Vous savez, à 2h du matin, entre le moment de l'appel, le fait d'armer un équipage et de venir sur le lieu précis, c'est pas beaucoup. Mais dans tous les cas, ça a été trop. Et en plus, le corps aurait été retrouvé, je le mets au conditionnel parce que vous l'avez dit, il y a une enquête, à près de 300 mètres de l'endroit où le signalement avait eu lieu. Mais dans tous les cas, c'est un échec. C'est un échec de notre intervention parce que nous n'avons pas protégé cette femme. Mais nous devons être toujours meilleurs. Toujours. Est-ce que nous serons parfaits ? La réponse est non. Ceux qui font de la petite politique et exploitent ce qui s'est passé se trompent. La réalité, c'est la difficulté de l'exercice, mais nous devons améliorer sans cesse notre système et c'est un dossier que nous avons pris à bras-le-corps sous l'autorité du Premier ministre et nous n'allons rien lâcher. Christophe Castaner, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis, deux ministres vous rejoignent ce soir au gouvernement, le député La République En Marche Jean-Baptiste Djebbari au transport et surtout Jean-Paul Delevoye à la réforme des retraites, sujet sur lequel il travaillait déjà depuis 2 ans comme haut-commissaire. En direct de l'Élysée, nous retrouvons tout de suite Anne Bourse. Bonsoir Anne, le président a donc choisi un homme d'expérience pour ce dossier très sensible. Oui, Jean-Paul Delevoye coche pas mal de cases pour porter cette réforme périlleuse jusqu'au bout. Tout d'abord, c'est lui qui mène depuis 18 mois les consultations. Il paraît logique qu'il continue. À l'Élysée, on explique que sa méthode de négociation correspond au changement voulu par Emmanuel Macron pour l'acte 2 de son quinquennat. Et puis, Jean-Paul Delevoye est tout sauf un novice en politique. Il a été maire, député, sénateur, ministre. Il connaît parfaitement les rouages du Parlement. Emmanuel Macron a donc préféré que ce soit lui plutôt qu'Agnès Buzyn qui défende le projet de loi à l'Assemblée. Mais ça ne sera probablement pas avant l'été 2020, après donc les élections municipales. Merci beaucoup Anne pour toutes ces précisions. Et puis en bref, on vient d'apprendre 5800 postes supprimés d'ici à 2022 au ministère de l'Action et des Comptes publics. Gérald Darmanin vient de l'annoncer au syndicat. Il y en a déjà eu 4300 à Bercy ces 2 dernières années. Ce ministère sera donc le principal contributeur pour atteindre l'objectif des 15 000 suppressions de postes d'agents de l'État prévues par le gouvernement. La mort d'un enfant de 11 ans cette nuit à Schiltigheim en Alsace. Il a péri dans un incendie. 8 autres personnes ont été blessées. La piste criminelle est privilégiée. Un homme de 22 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Bisphénol, phtalate, éther et glycol, en tout 6 polluants présents dans l'organisme de tous les Français. C'est ce que montre la toute première étude scientifique réalisée en France. Ces substances sont omniprésentes dans notre quotidien. Alors, faut-il s'inquiéter ? Élément de réponse avec Pierre-Yves Salic et Florence Mathieu. On les trouve tous les jours et partout. Dans les cosmétiques, dans les emballages alimentaires, dans les produits d'hygiène et ménagers, ou bien dans les vêtements, les moquettes ou les meubles. Ces polluants du quotidien sont répartis en 6 grandes familles. Les bisphénols, les phtalates, les parabènes, les éthers de glycol, les retardateurs de flamme et les composés perfluorés. En 2014 et 2016, Santé publique France a mesuré la présence de ces polluants sur 3600 Français, dont plus de 1000 enfants. Et ce sont eux qui sont les plus imprégnés par ces substances. Si on prend des substances qui sont présentes dans des jouets ou des contacts avec les poussières du sol que vous pouvez trouver dans des environnements intérieurs, les enfants sont plus susceptibles d'être au contact de ces polluants puisqu'ils sont proches soit des jouets, soit du sol et donc ils vont avoir des particules qui vont adhérer à la peau. Bien souvent, on ignore que ces polluants sont présents sur nos produits ou même qu'ils existent. Phtalate, bisphénol, ça vous parle? Bisphénol, oui, j'en avais entendu parler sur l'histoire des biberons. Mais l'autre, le premier, non, je ne connais pas du tout.
Il y a encore énormément de choses à faire sur l'information, sur le fait d'obliger les industriels à faire attention sur ce qu'ils mettent dans et les aliments et les produits industriels d'une façon générale. Quels sont les effets sur l'organisme? Il est encore trop tôt pour le dire. Pour l'instant, on a des données très fragmentaires qui ne nous permettent pas d'estimer la dangerosité de cette eau. On ne peut donc que limiter notre consommation de cosmétiques et de produits ménagers, ne pas abuser des aliments préemballés et aérer suffisamment notre maison pour faciliter la dispersion d'une partie de ces polluants. Autre substance chimique qui fait toujours polémique, le glyphosate. Depuis plus d'un an, une campagne nationale a été lancée dans 65 départements pour dépister les traces de cet herbicide dans les urines. Près de 6000 personnes y ont participé et plus de 1500 d'entre elles ont déjà déposé plainte. Reportage dans le Morbihan d'Hugo Puffnet et Tristan Lebras. Chaque été, elle attire des dizaines de milliers de touristes dans le Morbihan, Belle-Île-en-Mer. Une carte postale de la Bretagne, symbole d'une île préservée, sauvage, mais concernée elle aussi par une molécule probable cancérogène, le glyphosate. Louisa habite à Belle-Île avec son enfant de 4 ans. Elle n'achète que du bio, son fils ne va pas à la cantine scolaire. Et pour se nourrir, elle compte sur son potager, sans produits phytosanitaires. Vous avez aussi bien de la bourrache, des fruits rouges, vous avez des tomates mélangées à toutes ces plantes-là. Il y a 3 mois, ils font analyser leurs urines. Et surprise, les 2 contiennent du glyphosate. Son fils a même 22 fois le taux autorisé dans l'eau potable en France. Le résultat l'inquiète. Qu'est-ce que ça va donner au niveau de sa santé, les maladies potentielles qu'il peut développer ou des points faibles en fait, ou des maladies pourraient se développer dessus effectivement. Et son cas est loin d'être unique. Bonjour. Sur l'île, une quarantaine de personnes ont fait les mêmes analyses et tous ont un taux de glyphosate supérieur à celui autorisé dans l'eau, jusqu'à 27 fois la limite. Pour ces insulaires, très attentifs à leur alimentation, c'est la stupéfaction. Quand on a décidé de faire ce prélèvement, on était certain, comme beaucoup d'entre nous, qu'on serait à zéro. En fait, on est tombé de notre chaise. Ça nous interpelle sur ce qui se passe, parce qu'on ne connaît pas les raisons exactes qui font que nous avons du glyphosate dans nos urines. Alors, d'où provient ce glyphosate? De l'agriculture conventionnelle qui utilise 3 fois moins de cet herbicide sur l'île que sur le continent? Des nombreux paysagistes, jardiniers qui utilisent encore le désherbant? Des questions sans réponse. Un maire de l'île a donc interdit la molécule sur toute sa commune. Moi, je ne vais pas me contenter de dire oui, on va prendre des mesures, des demi-mesures, on interdit l'utilisation à moins de 150 mètres des cours d'eau, etc. Non, interdisons carrément l'utilisation du glyphosate et de ses dérivés. C'est le principe de précaution. Et surtout, notre responsabilité d'élu, c'est à partir du moment où on est interpellé par notre population, on se doit de répondre à leurs questions. Comme lui en France, une trentaine de maires a pris des arrêtés anti-pesticides. Difficilement applicables, contestées par les préfectures, ces décisions sont prises pour rassurer une population de plus en plus méfiante. Vous remplissez le formulaire d'inscription. Exemple dans cette salle des fêtes près de Vannes. Ce matin-là, ils sont une trentaine pour ce qu'ils appellent une pisserie, une analyse d'urine avec un protocole strict. Pour éviter toute tricherie, ils doivent même se déshabiller, sous le regard d'une huissière de justice. Impeccable. Je vous laisse le mettre sur le portant. C'est un protocole qui a été travaillé par les membres de l'association avec leur avocat. Ça permet qu'il y ait une procédure unique sur l'ensemble du territoire français et pour que ça ait plus de poids et que tous les tests soient identiques et non contestables. 6000 citoyens ont déjà fait le test. Dans 99% des cas, du glyphosate a été détecté dans leurs urines. Ce dépistage est un moyen de mettre la pression sur les autorités. Puisque quelque part les autorités ne prennent pas peut-être leurs responsabilités tout à fait comme on le souhaiterait. Parce qu'après tout, c'est nous qui le faites. C'est nous qui le faisons. La procédure coûte 135 € non remboursés. Si ces pisseurs sont positifs au glyphosate, ils pourront porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement. Plus de 1500 plaintes ont déjà été recensées par la justice.
Aux Bahamas, le bilan de l'ouragan Dorian continue de s'alourdir. Il a fait au moins 5 morts et plus de 60 000 personnes auraient désormais besoin d'une aide alimentaire d'urgence. L'ouragan a perdu de son intensité. Il a été rétrogradé en catégorie 2, mais il se déplace très lentement après avoir balayé l'archipel pendant plus de 48 heures. La Floride est depuis hier placée en état d'alerte. Nous retrouvons sur place notre envoyée spéciale Stéphanie Desjard. Stéphanie, est-ce que les côtes américaines vont être frappées par cet ouragan Dorian ? Oui, la Floride aura vraisemblablement échappé au pire. Dorian longe ses côtes, mais loin au large. Et vous le voyez, eh bien, cette pluie et ces bourrasques, on est très loin de la catastrophe des Bahamas. Pour autant, les autorités restent sur leur garde. La police, vous le voyez derrière moi, continue de bloquer les accès à l'océan comme ce pont. Le risque de submersion reste important et rien ne permet d'affirmer à ce jour que Dorian ne causera pas d'inondation lorsqu'il atteindra les côtes de Géorgie et de Caroline du Sud. Une première séance parlementaire houleuse cet après-midi à Londres. Boris Johnson a perdu sa majorité à la Chambre des communes. Le Premier ministre a appelé les députés à rejeter l'initiative des parlementaires hostiles à un Brexit sans accord qui tente d'éviter le no deal le 31 octobre prochain. Il pourrait y avoir des élections anticipées si la motion déposée par l'opposition obtient une majorité de voix. Un pochoir de Banksy volé à Paris. Ce célèbre street artiste britannique ou artiste de rue avait dessiné un rat au museau masqué brandissant un crayon sur la porte d'entrée du parking souterrain du Centre Pompidou. Le musée a porté plainte. Les explications de Thomas Cuny et Mathilde Baron. Des enfants qui jouent au ballon avec un panneau qui leur interdit, un couple addict de technologie qui ne se regarde plus, ou une enfant révolutionnaire des temps modernes, l'œuvre d'un artiste de rue jamais vu mais mondialement reconnu, Banksy, le phénomène du street art de ces dernières années. Mais ces pochoirs sont régulièrement la cible de vols. Dernière en date, cette œuvre, un rat au museau masqué, découpé derrière ce panneau, au pied du Centre Pompidou à Paris. Cette œuvre, qui fondamentalement a vocation partage, elle a été volée, c'est-à-dire elle revient dans un système mercantile où on va la vendre, la garder pour soi, la cacher aux autres. Et je trouve ça un petit peu accablant. En janvier dernier, c'est cette œuvre sur la porte du Bataclan, hommage aux victimes des attentats, qui était dérobée. Ou encore dans le 5e arrondissement, cette création que nous avions filmée a également disparu. Ces œuvres ont été victimes d'une spéculation absolument folle. Aujourd'hui, s'acheter un Banksy, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, entre 500 000 et plusieurs millions d'euros. Des vols qui restent aussi mystérieux que les œuvres de Banksy. Un succès pharaonique, celui de la grande exposition consacrée au trésor de Toutankhamon à la Grande Halle de la Villette à Paris. Avec plus d'1 300 000 visiteurs, elle est devenue la plus visitée de l'histoire de la capitale, en battant le précédent record historique qui datait de 1967. Karina Zopardi et Marc Félix. Ce colosse au visage de Toutankhamon ou le sarcophage du pharaon, des chefs-d'œuvre parmi 150 trésors exceptionnels que l'on se presse pour admirer à Paris depuis 5 mois. Impossible d'accéder à l'exposition sans réservation. D'ailleurs, les visiteurs ont souvent pris leur ticket longtemps à l'avance. Ça fait 2 mois en fait qu'on a prévu de venir et parce que ça ne sera plus jamais exposé, donc c'est vraiment l'occasion de les voir, puis c'est extraordinaire. Il y a un petit peu de monde, c'est un peu difficile, mais ce que je vois, c'est très beau. L'Égypte ancienne, une passion française, doublée d'une exposition hors norme, le tout ne pouvait que donner lieu à record. 1 300 000 visiteurs, soit l'exposition désormais la plus visitée de tous les temps à Paris, détrônant celle de 1967. Le trésor de Toutankhamon est exposé à Paris, dans les salles du Petit Palais. C'est un bonheur que de pouvoir battre effectivement le record de ce qui a été présenté comme l'exposition du siècle en 1967. Le public est présent au rendez-vous, c'est très bien pour le projet. Ces 150 pièces de toute beauté ont quitté le Caire en mars 2018. C'est la première fois que le gouvernement égyptien autorise la sortie d'autant d'œuvres en même temps de son territoire. Avant la France, elles ont été exposées à Los Angeles, et elles continueront ensuite leur périple dans une dizaine de villes dans le monde. En 2024, elles devraient rejoindre définitivement le musée du Caire, actuellement en construction, tout près des pyramides de Gizeh.
Et c'est la fin de cette édition. À 21h05, la suite de votre série Soupçons avec Julie Gaillet. Le journal le 23h, ce sera sur France Info, Canal 27 avec Patricia Loison. Demain, vous retrouverez Carole Gessler pour votre 19-20. Excellente soirée à toutes et à tous. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27.